toutes et à tous. Merci infiniment de votre présence sur le stand du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux est l'institution nationale qui représente la profession d'avocat en France et à l'étranger. Et dans le cadre du Salon des maires, le Conseil national des barreaux a souhaité organiser parmi les 5 tables rondes prévues au programme, une consacrée à la problématique du rapport classique que l'on connaît tous entre sécurité et liberté, mais cette fois-ci sous l'angle des collectivités territoriales, sous l'angle local. Avant de commencer, je vous présente nos invités et intervenants qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'accepter d'être parmi nous ce matin. À ma droite, M. Pierre Urmic, qui est maire de Bordeaux, également confrère. Merci pour votre présence. Et à ma gauche, John Benmoussa, qui est sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, mais qui ne s'exprimera pas ce matin en cette qualité. Et il vous dira quelques mots à ce sujet. L'idée de cette table ronde et du sujet du rapport sécurité-liberté, vous le savez, elle est classique. Il ne s'agit pas de dire ce qui doit primer, ce qui ne doit pas primer, parce qu'en réalité, le point, c'est le point de l'équilibre. C'est le point de la conciliation entre les deux, c'est le point de la proportionnalité des mesures. Et l'idée aussi de cette table ronde nous est venue parce que l'actualité récente nous a confrontés, nous, en tant qu'avocats, dans le cadre à la fois du conseil que nous apportons aux collectivités territoriales et aux élus, mais dans le cadre du contentieux que nous menons parfois, même souvent pour certains, contre des décisions de collectivités en matière de sécurité, d'encadrement de manifestations, d'autorisation ou d'interdiction de manifestations sur la voie publique ou, le cas échéant, dans des lieux privés, fait qu'on a voulu s'intéresser un peu à la question et faire un point sur un certain nombre de problématiques. Et la première problématique que je voudrais aborder, je voudrais interroger John Benmoussa sur cette question pour cadrer un peu le débat et Monsieur le maire, vous nous donnerez aussi votre appréciation. C'est une distinction, je crois qu'on ne fait pas assez souvent, entre sécurité publique et maintien de l'ordre. Il arrive parfois qu'on confonde les deux, que par facilité à la fois de langage et paresse intellectuelle peut-être, on mette les deux dans le même sac alors que ce n'est pas tout à fait la même chose. Monsieur Benmoussa, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Merci beaucoup. En préambule, simplement préciser, comme vous l'avez dit, que les propos que je vais tenir ce matin n'engagent ni la préfecture de l'Ardèche, ni le ministère de l'Intérieur, et que par ailleurs, ce n'est pas en titre de mes fonctions de secrétaire général de la préfecture que je m'exprime, puisque le secrétaire général est en charge d'à peu près tout, sauf des questions de sécurité qui relèvent du directeur de cabinet du préfet. Il se trouve que j'ai exercé ces fonctions dans le passé, puis celle de conseiller du directeur général de la police nationale, et c'est plutôt à partir de là que je parle. Sur la question que vous posez concernant la distinction entre sécurité publique et maintien de l'ordre, je dirais que c'est avant tout le contexte qui permet de distinguer les deux. La sécurité publique, ça renvoie à la mission générale des forces de police, de gendarmerie, qui est la protection des personnes et des biens et la prévention de toute infraction qui aurait des conséquences sur la protection des personnes et des biens. Le maintien de l'ordre renvoie à un événement particulier, un événement qui, par son déroulé même, est de nature à causer des troubles à l'ordre public. J'emploie le mot événement à dessein, puisque ça peut englober aussi bien une manifestation de voie publique, qu'elle soit déclarée ou non, un grand événement sportif, les Jeux Olympiques à ce titre étaient un événement, les émeutes que la France a connues en juillet 2023 étaient également un événement. Et dans le cadre de cet événement, le maintien de l'ordre, ça désigne l'ensemble des opérations de police qui visent à assurer le mieux possible la continuité de la vie sociale, le respect des lois et donc in fine également à assurer la protection des personnes et des biens. Effectivement, la distinction est importante parce que si on prend un exemple récent et d'un point de vue contentieux pour les avocats et les juristes, en ce qui concerne le maintien de l'ordre, ça a été tout le contentieux qui a tourné autour dans les manifestations des techniques dites de NAS ou d'encerclement. Et on a une décision importante du Conseil constitutionnel en 2021 là-dessus, on a des décisions du Conseil d'État. Et vous, donc, monsieur le maire, par rapport à cette distinction, comment est-ce que, d'un point de vue concret, au quotidien, en tant qu'élu local, vous vous situez sur ces problématiques? Alors, c'est compliqué à gérer quand vous êtes maire, car juridiquement et historiquement, les maires sont d'abord en charge de la tranquillité publique.
Quand vous regardez les textes, c'est-à-dire essentiellement le Code général des collectivités territoriales, c'est plus subtil et plus compliqué que cela, dans la mesure où le maire a également des compétences en termes de sécurité, puisque le Code général des collectivités territoriales dit que le maire assure à travers sa police municipale le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Donc nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de compétences, même si la sécurité publique, c'est du pouvoir régalien, pouvoir de l'État, comme la lutte contre la délinquance, c'est de la responsabilité de l'État, et de même que l'ordre public, alors là c'est une compétence exclusive de l'État. Donc le maire n'est pas à titre personnel, à titre fonctionnel, concerné par le maintien de l'ordre public. Là où je dis que c'est plus compliqué, c'est que nous sommes en charge de ce que nous appelons, nous les élus locaux, le continuum de sécurité. Continuum de sécurité, c'est-à-dire une obligation de travailler avec l'État pour assurer la sécurité sur notre territoire. Nos concitoyens, j'ai envie de dire, nos électeurs, attendent du maire une sécurité publique renforcée sur son territoire. Il ne peut pas le faire seul, naturellement, il le fait à travers sa police municipale, mais il le fait surtout à travers une coopération avec le préfet, le directeur général de la police. Donc c'est ce que nous appelons ce continuum de sécurité, en principe chacun dans son couloir de compétences, mais en travaillant en bonne intelligence pour assurer cette sécurité quotidienne aux habitants. Donc voilà, nous sommes aussi en première ligne aux côtés des forces de police nationales pour satisfaire ces revendications légitimes de nos concitoyens. Effectivement, ce que vous dites là est intéressant et fait le lien avec une préoccupation que l'on a dégagée quand on a réfléchi à ces questions, qu'on a voulu préparer cette table ronde. C'est puisque vous parlez de niveaux de compétences différents, État, collectivité, en fonction des missions à accomplir, c'est par exemple, et en ce qui concerne le rapport sécurité-liberté, c'est l'appréhension de la notion centrale dans le contentieux qui est celle de l'ordre public, qui va justifier une interdiction, qui va ne pas empêcher de donner une autorisation, etc. Et donc, à partir de là, mais je reviendrai sur la notion d'ordre public, ce qui m'intéresse ici de voir et de creuser, parce que c'est des choses que, en tant qu'avocat, on n'appréhende pas forcément quand on va dans le contentieux ou attaquer un acte. C'est la nature des relations et des échanges que vous avez entre l'État, le représentant de l'État, et l'élu, la collectivité. Et là, comment est-ce que vous organisez les échanges? Sur quelle base ça se fait, par exemple? Sur les questions de sécurité publique, il y a des instances officielles d'échange entre l'État et les collectivités, la plus importante étant le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD, qui est une instance présidée par le maire où siège également le représentant de l'État et le représentant de l'autorité judiciaire. Ça permet de déterminer les principaux enjeux, je dirais, en matière de sécurité publique sur le territoire de la commune et les mesures que chacun dans son périmètre de compétences peut mettre en œuvre. De manière plus opérationnelle, on a ce qu'on appelle les groupes de partenariat opérationnel qui sont mis en œuvre par la police nationale et qui permettent de manière plus concrète de cibler une problématique spécifique qui porte atteinte à la sécurité ou à la tranquillité publique et de déterminer l'acteur le plus à même de la résoudre. Ça peut être la police municipale, ça peut être la police nationale, mais ça peut être un acteur extérieur aux forces de sécurité également. Par exemple, si on a un sujet de délinquance qui est lié à l'état des routes, c'est l'opérateur de la route en question, qui peut être le conseil départemental, qui est l'acteur le mieux à même d'intervenir. Sur les questions d'ordre public, c'est, je dirais, plus officieux comme échange. La préfecture, le représentant de l'État, dispose d'un canal officiel d'information ou de renseignement qui s'appelle le renseignement territorial. Dans chaque département, il y a un service départemental du renseignement territorial dont l'une des principales missions est d'informer le représentant de l'État de tout ce qui est de nature à troubler l'ordre public. Si on est très honnête, un préfet qui fait bien son travail a également bien d'autres canaux de remontée d'informations. On a actuellement un mouvement de contestation d'agriculteurs important. Le renseignement territorial fait son travail en portant à la connaissance du préfet les événements qui pourraient être organisés par des organisations syndicales agricoles de nature à troubler l'ordre public. Mais le préfet
doit être en lien avec le président de la Chambre d'agriculture, la représentante ou le représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole, le représentant des jeunes agriculteurs, le représentant de l'ensemble des organisations syndicales agricoles qui lui permettent d'avoir des informations qui parfois sont plus précises même que celles que lui remonte le renseignement territorial. Sur cette base-là, les échanges se font avec les élus locaux et notamment avec les maires. Un exemple très concret, vous avez une organisation syndicale agricole qui prévoit de venir en centre-ville déverser du fumier devant la préfecture. Naturellement, ça concerne au premier chef l'État, mais ça concerne également la collectivité, puisque les opérations de nettoyage et de remise en état relèvent de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est donc très important que le représentant de l'État ou son directeur de cabinet ait un contact direct avec le maire pour l'informer et parfois en temps réel de l'évolution de la manifestation, de l'évolution de l'événement et éventuellement dans ce cadre-là, la police municipale, comme l'a très bien dit monsieur le maire, n'a pas de compétences en matière d'ordre public, mais elle peut intervenir en matière de circulation par exemple. Il peut être important de pouvoir, pour permettre le bon déroulé de la manifestation, bloquer temporairement un axe de circulation, et c'est une mission qui peut parfaitement revenir à la police municipale, tandis que les forces de police ou de gendarmerie prennent en compte l'événement dans sa dimension ordre public. Et là, vraiment, ça passe par des échanges qui n'ont aucune structure formelle, mais des coups de téléphone, des SMS, et parfois en temps réel entre le représentant de l'État et le maire. Monsieur le maire. Je confirme les propos de M. Ben Moussa. Effectivement, il y a des instances officielles comme les CLSTD qui sont des instances de coopération, de sécurité sur nos territoires, mais il y a aussi des tas d'instances informelles qui font que nous nous sentons en tant que maire naturellement concernés au premier chef, notamment des manifestations dont vous venez de parler. Ça tombe bien, actuellement nous avons des manifestations importantes de la coordination rurale. Lundi, on a eu la FNSEA et les jeunes agriculteurs, mais depuis 2 jours, c'est la coordination rurale qui est beaucoup plus difficile à contrôler, on va dire, sur nos territoires. Et là, je peux vous dire, je suis en contact avec le préfet, mon cabinet en permanence constate en contact téléphonique pour éviter les dégradations sur notre territoire. Nous gardons un mauvais souvenir à Bordeaux de l'an dernier. La dernière manifestation de la coordination rurale avait sérieusement endommagé un bâtiment, enfin un équipement symbolique et le miroir d'eau qui a été entièrement saccagé par le déversement de fumier. Je crois qu'on a une facture d'environ 48 000 € pour le remettre en état. Et dans les discussions que j'ai eues ces derniers jours avec le préfet, c'est consiste à lui dire éviter qu'il puisse y avoir des tracteurs en centre-ville de Bordeaux et qu'on puisse avoir ce genre d'exaction sur des équipements municipaux. Et naturellement, nous travaillons en bonne intelligence. Nous travaillons aussi en bonne intelligence à l'occasion des grandes manifestations à travers ce qui s'appelle notre centre de supervision urbain, c'est-à-dire notre réseau de caméras de vidéoprotection. À travers ce centre de supervision qui est basé à la mairie de Bordeaux, nous suivons en temps réel exactement le parcours des manifestations et nous échangeons bien sûr nos images avec la préfecture pour que voilà, elle soit utile. Donc là aussi c'est une coopération pratique qui se fait, voilà, j'aime bien l'expression en bonne intelligence, dans la mesure où les intérêts que nous protégeons les uns les autres sont tout à fait identiques. Donc voilà, c'était des coopérations au niveau local et également il y a un outil de coopération au niveau national que nous appelons des contrats de sécurité intégrés, c'est-à-dire c'est un maire qui s'engage avec le ministère de l'Intérieur et le préfet pour que sa commune soit dotée d'un certain nombre de moyens de policiers nationaux et qu'il y ait des contreparties du maire en ce qui concerne l'engagement notamment d'un certain nombre de policiers municipaux et voilà, qu'on puisse trouver un document contractuel dans lequel on formalise ce que j'appelais tout à l'heure le continuum de sécurité. Sur les sujets de maintien de l'ordre, le propos de monsieur le maire m'y fait penser, mais le représentant de l'État a également en quelque sorte un rôle que je qualifierais d'intermédiaire. Monsieur le maire a très bien dit, la commune peut être très fortement opposée à ce que des tracteurs arrivent en centre-ville, à ce que du fumier soit déversé sur tel ou tel site relevant de la municipalité. Il revient dans ce cas-là
et là encore de manière très informelle, aux représentants de l'État ou parfois au renseignement territorial de prendre la tâche des organisateurs de la manifestation pour, en quelque sorte, négocier avec eux le contenu de leur déclaration. La déclaration de manifestation, en droit, c'est un acte unilatéral qui est adressé par l'organisateur aux représentants de l'État. Une fois que le représentant de l'État le reçoit, il peut très bien échanger avec le maire de la collectivité, de la commune concernée, pour voir avec lui ce qui est acceptable ou non. En l'espèce, si monsieur le maire ne veut absolument pas de tracteurs en centre-ville parce que c'est de nature à dégrader considérablement la voirie, il peut aussi revenir aux représentants de l'État, de prendre la tâche des organisateurs et de leur dire bon, je n'interdis pas votre manifestation, très bien, je vous demande en revanche de modifier votre déclaration pour ne pas avoir de tracteurs à ces endroits-là du centre-ville parce que c'est de nature à dégrader considérablement la voirie. C'est un travail qui se fait en bonne intelligence et c'est pour ça qu'en matière d'ordre public, une manifestation déclarée, c'est une manifestation qui se passera toujours mieux que les manifestations non déclarées. Et ça, on l'avait vu notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes où on devait construire en quelques heures sur la base uniquement des remontées du renseignement territorial un dispositif de maintien de l'ordre, à la fois dans sa dimension de ressources humaines et dans sa dimension de moyens spécialisés comme on l'avait vu à l'époque notamment, est-ce qu'il faut ou pas des véhicules blindés de la gendarmerie, est-ce qu'il faut ou pas des engins lanceurs d'eau. C'est vraiment l'échange à trois, si je puis dire, entre le maire, le représentant de l'État et l'organisateur qui permet le bon déroulement d'une manifestation de voie publique. Merci. À ce stade de nos échanges, on est maintenant arrivé autour d'une notion qui est centrale, qui est celle de l'ordre public. La notion a été répétée à plusieurs reprises par nos deux invités. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, monsieur le maire, c'est concrètement, quelle est votre démarche, j'allais dire intellectuelle, mais comment est-ce que concrètement vous appréciez cette notion d'ordre public? Quels sont les critères que vous faites rentrer en jeu pour dire là, je pense qu'il y a atteinte, qu'il y a potentiellement atteinte ou qu'il n'y a pas atteinte à l'ordre public, ce qui va vous conduire à choisir une décision particulière à prendre au regard d'une manifestation envisagée, etc. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne bien comment vous pensez cette notion-là et de quoi tenez-vous compte quand vous y allez. Parce que quand nous, on regarde en tant qu'avocat la jurisprudence, elle est centrale dans les décisions des tribunaux administratifs en référé, elle est centrale dans la jurisprudence du Conseil d'État qui vient se prononcer également. Et en réalité, on se rend compte qu'elle est extraordinairement concrète. Par exemple, il y a une décision que j'ai trouvée du TA de Rennes, une ordonnance de référé d'il y a 4 mois, du 22 juin 2024, préfet d'Ille-et-Vilaine, où un arrêté préfectoral intervient pour interdire une manifestation au motif, et c'est les motifs avancés par le préfet, c'est institutions et bâtiments publics du centre-ville rennais sont régulièrement en proie à des dégradations par des groupes violents d'ultra-gauche, et l'hypercentre de Rennes est exposé et vulnérable au risque d'incendie. Et il fait la corrélation entre ces éléments qui se sont répétés avec des manifestations qui vont se dérouler à propos de scrutins nationaux ou du scrutin européen, et il prend un arrêté d'interdiction. Et le juge administratif lui dit mais pas du tout, on n'a pas la même appréciation de l'atteinte éventuelle à l'ordre public et vous ne démontrez pas, dit-il au préfet, vous ne démontrez pas qu'il y a probablement une telle atteinte des dégradations qui vont se produire. Donc, pour moi, la notion d'ordre public mérite, à mon sens, qu'on y passe un peu de temps maintenant. Alors, vous posez une question très compliquée. D'abord, je le redis ici, la notion d'ordre public, elle est surtout appréhendée par les représentants de l'État, qui ont une compétence en la matière, mais ce n'est pas une raison pour se défausser. Nous, maires, avons aussi notre appréciation de ce que peut être l'ordre public. Je vais prendre un exemple très précis. Ça a été, je crois, la seule occasion depuis le début de mon mandat, c'est-à-dire 2020, où j'ai eu à appréhender in concreto cette notion d'ordre public et où j'ai été toisé par le tribunal administratif d'ailleurs, donc c'est intéressant. Ça a été l'occasion d'un spectacle de Dieudonné qui devait avoir lieu sur ma commune, sans que je sache exactement le lieu, puisque c'est le principe de l'organisation de ce type de spectacle. Le lieu n'est donné qu'au dernier moment, mais je savais que ça devait avoir lieu sur le territoire de la ville de Bordeaux. À titre préventif,
j'ai déclaré que cette manifestation ne pouvait avoir lieu à Bordeaux au titre du risque de troubles à l'ordre public. Là-dessus, les organisateurs ont attaqué l'arrêté municipal, et sans doute ont-ils bien fait, puisqu'ils ont obtenu du tribunal administratif l'annulation au motif que je m'étais livré à une appréciation préventive de ce que pouvait être un trouble à l'ordre public, en disant à aucun moment je n'étais en mesure d'apporter la preuve que cette manifestation, ce spectacle de données, allait troubler l'ordre public. Donc j'ai été, voilà, je disais toisé, mais j'ai été annulé plus exactement par le tribunal administratif. Moi je considérais qu'il était de mon devoir de maire d'éviter tout risque à l'ordre public, mais sans doute j'étais trop prudent, ou certains diraient trop frileux, et voilà. Et donc, ce que vous dites là oui. renvoie en réalité ce qui est intrinsèque à Oui. l'acte que vous prenez, qui est la motivation. Et donc, Oui. dans votre motivation, est-ce que le tribunal administratif vient vous voir pour vous dire votre motivation est insuffisante et Oui. à ce moment-là, ça ne peut pas aller, ou alors il vous dit vous motivez, mais vous n'apportez pas la preuve dans Mais la non. motivation, parce qu'elle Oui. est aussi là, la difficulté. ouais. Et je ne pouvais pas l'apporter là. Je ne pouvais pas dire, je ne futur pouvais pas dire incertain. même qu'il y aurait des propos dans le spectacle de données de type antisémite et autres qui pouvaient avoir des répercussions aussi locales. Je ne pouvais pas dire à l'avance ce qu'allait dire M. Dieudonné, ni même raisonner par analogie par rapport à ce qui avait pu se passer, à l'autre vie. Donc heureusement, moi je considère que le tribunal administratif, c'est aussi le gardien des libertés. Alors, moi aussi, je suis avocat un jour, avocat toujours, donc je garde toujours des réflexes avocats, disons, dans un état de droit. Mais heureusement, une décision administrative peut faire l'objet, je ne regrette pas de l'avoir prise en me disant je pense que le risque était réel, mais bon, le tribunal administratif a considéré que c'était insuffisamment motivé, et je le dis vraiment sans aucune retenue, sans doute a-t-il rempli sa fonction aussi de défenseur de la liberté d'expression. Je pense que voilà, chacun est dans son rôle. Effectivement, et qu'est-ce que le représentant de l'État, enfin, pas en cette qualité aujourd'hui évidemment, mais comment l'État appréhende-t-il, ou localement la préfecture peut appréhender cette notion aussi? Alors, si on reprend la décision concernant l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en tout premier lieu, je pense qu'il faut rappeler une chose qu'on a malheureusement trop tendance à oublier, c'est qu'en matière de droit de la manifestation, la France se caractérise par un régime extrêmement libéral. Pourquoi ? Parce que nous avons un régime qui repose sur la déclaration, pas sur l'autorisation. On entend souvent dans les médias le préfet ou le préfet de police a autorisé telle manifestation. C'est faux. Le préfet ou le préfet de police n'autorise jamais une manifestation. Le préfet ou le préfet de police, il reçoit une déclaration de manifestation. S'il estime qu'elle peut se dérouler sans qu'il y ait de troubles graves à l'ordre public, il délivre simplement un récépissé à l'organisateur disant « Votre manifestation se déroulera, j'en prends acte et il me revient de mettre en place le dispositif de maintien de l'ordre. » À partir de là, lorsqu'on veut faire interdire une manifestation, et c'est le seul acte que peut prendre le préfet, c'est un arrêté d'interdiction, il lui revient d'abord effectivement de le motiver. Mais on ne peut pas se contenter de dire que la manifestation va troubler l'ordre public. C'est le principe d'une manifestation. À partir du moment où vous avez une manifestation, vous allez avoir ne serait-ce que temporairement un blocage d'actes de circulation qui va entraver la liberté d'aller et de venir. Donc il y a déjà un trouble à l'ordre public. Il faut d'abord le motiver en parlant de troubles exceptionnels à l'ordre public et surtout de troubles à l'ordre public que l'autorité administrative n'est pas en mesure de gérer. Et là, il y a une appréciation très locale qui doit être portée. Le préfet d'Ille-et-Vilaine ne dispose pas des mêmes forces de police et de gendarmerie que la préfète de l'Ardèche. Si le préfet d'Ille-et-Vilaine explique que la manifestation qui va se dérouler est de nature à troubler gravement l'ordre public, ça veut dire aussi qu'avec les forces de police dont il dispose, il n'est pas en mesure de garantir qu'il n'y ait pas de troubles graves à l'ordre public. C'est l'adéquation. Exactement. Et c'est pourquoi une décision sur une manifestation similaire peut, à mon avis, être différente entre les tribunaux administratifs suivant le lieu où elle se déroule.
Et par ailleurs, il reviendra également au préfet de prendre, lorsque la manifestation est finalement autorisée parce que son arrêté est suspendu par le tribunal administratif, toute mesure pour prévenir des atteintes graves à l'ordre public. C'est la situation la plus compliquée qu'un préfet puisse avoir à gérer, notamment avec les procédures d'urgence. Il reçoit une déclaration de manifestation, il estime qu'il y a un trouble à l'ordre public, il prend un arrêté d'interdiction. L'organisateur fait un référé. Donc la déclaration est reçue normalement 72 heures avant la manifestation. Supposons que les choses se font rapidement, il y a un référé qui est organisé 24 heures plus tard. Dans les 48 heures, le juge rend sa décision, il suspend l'arrêté du préfet, la manifestation peut avoir lieu. Le préfet n'a donc que quelques heures pour calibrer et opérer son dispositif d'ordre public. Ça peut être sur une manifestation d'ampleur moyenne assez facile à faire avec des effectifs locaux de police nationale. Lorsque vous avez une manifestation d'ampleur, ça veut dire qu'en urgence, vous devez obtenir des renforts de CRS ou de gendarmes mobiles pour renforcer vos policiers locaux, dont, je le rappelle, les policiers qui sont dans les directions départementales de la police nationale ne sont pas des spécialistes du maintien de l'ordre. Ils sont des spécialistes de la lutte antidélinquance, ils sont des spécialistes de la protection de la population et des biens, mais le maintien de l'ordre, c'est un métier différent qui nécessite une formation, des équipements différents, et c'est pourquoi aussi bien la police que la gendarmerie disposent à cette fin de forces spécialisées. Et donc, tout ça pour vous dire que le contexte local est extrêmement important et que la mission du préfet est de mettre en place le dispositif qui doit permettre de prévenir les troubles à l'ordre public si le juge ordonne que la manifestation peut avoir lieu. Et là encore, ça implique une appréciation extrêmement locale, je dirais, des forces en présence. Merci. Maintenant, ce que je souhaiterais aborder comme thème, c'est celui de la problématique des drones, de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance, parce que c'est à la fois un contentieux qui se développe énormément devant le juge administratif et on a un très grand nombre de décisions qui commencent à s'accumuler et à tracer les contours d'une jurisprudence au regard de cette technique de surveillance de l'espace public. Et c'est aussi évidemment la crainte classique que l'on a face à l'évolution technologique de l'utilisation éventuellement dévoyée de techniques telles que la vidéosurveillance, la vidéoprotection, les drones qui vont survoler l'espace public, photographier, prendre des images, le cas échéant traiter les images avec des mécanismes de reconnaissance faciale, avec de l'intelligence artificielle en plus le cas échéant, et c'est pas une figure de style et c'est pas par effet de mode qu'on va parler d'intelligence artificielle. Et ce qui ici est intéressant, c'est de voir que on est à des niveaux relativement différents, notamment si on fait du droit comparé. Si on fait du droit comparé, un des premiers exemples en matière de vidéosurveillance ou de vidéoprotection de l'espace public, c'est la Chine, où on le prend comme le contre-exemple, où ce qui est censé être le plus inquiétant dans les pratiques mises en place et les conséquences en termes de reconnaissance faciale et du traitement derrière qui est fait des données de reconnaissance, qui les conserve, qui les traite. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles conclusions on en tire aussi en termes d'action des pouvoirs publics pour le maintien de l'ordre. Et donc, la question a été ravivée évidemment lorsque l'on a adopté la loi pour la relative aux Jeux Olympiques, qui est passée devant le Conseil constitutionnel, et avec les mécanismes de vidéosurveillance, et en disant en plus, ça va être à titre expérimental. Et nous, avocats, on a toujours eu une très grande méfiance envers les dispositifs à titre expérimentaux ou soi-disant transitoires ou temporaires, parce qu'il arrive très souvent que ce qui est transitoire finisse par s'installer et devienne le droit commun et qu'il n'y ait plus de retour en arrière, comme s'il y avait un effet cliquet qui empêchait de revenir en arrière. Sur tous ces éléments-là, moi j'aimerais vous entendre tous les deux dans vos perspectives respectives sur localement, est-ce que vous y avez recours, ce que ça peut vous apporter, quel danger vous voyez et comment est-ce que vous essayez le cas échéant de contenir le danger et qu'est-ce qui justifie que vous l'ayez mis en œuvre, et du côté de l'État, comment lui évolue-t-il
avec ces techniques-là et qu'est-ce que ça apporte à l'État de recourir à ces techniques et ce qu'il peut en faire? Oui. Merci. Voilà, c'est une question qui est très, très préoccupante. Vous avez raison, les Jeux Olympiques, ça a donné les prémices de ce que pourrait être des notions de surveillance très poussées. C'est avec la technique, via l'intelligence artificielle, va permettre des contrôles, notamment à travers la reconnaissance faciale, très, à mon avis, préjudiciable aux libertés publiques. Moi, je suis un maire qui, quand il était dans l'opposition, a beaucoup critiqué la vidéoprotection. Une fois maire, je n'y ai pas mis un terme, au contraire, j'ai créé de nouvelles caméras, dans la mesure où ça correspond à une demande importante de nos concitoyens qui se sentent, à tort ou à raison, extrêmement rassurés par la présence de caméras sur l'espace public. Et également, j'ai évolué en me disant que les techniques aujourd'hui d'intrusion dans la vie privée sont beaucoup plus intrusives que les caméras de vidéoprotection. Votre téléphone portable est un outil mal utilisé qui peut avoir des dégâts considérables sur votre liberté. Et j'ai également eu le souci d'accompagner la vidéoprotection bordelaise de la création d'un comité d'éthique. Le comité d'éthique est composé de juristes, de sociologues, d'avocats, à qui j'ai demandé de faire partie de ce comité pour précisément faire en sorte que cela n'empiète pas davantage sur la vie privée de nos concitoyens. Et dans les intrusions que je vois, naturellement, il y a la reconnaissance faciale et ça sera un vrai débat que nous aurons à affronter, quand je dis nous, je pense l'État, mais aussi les collectivités territoriales dans les années qui viennent. Alors, je dois dire qu'il y a une ville qui est assez pionnière dans la réflexion qu'elle mène sur ce sujet-là, c'est la ville de Montpellier. La ville de Montpellier a d'ores et déjà pris des dispositions pour interdire sur son territoire le recours au traitement automatisé d'analyse d'images sur la base des données personnelles ou individuelles dans l'espace public. Donc voilà, nous nous sommes rapprochés de Montpellier pour essayer qu'on essaie d'évoluer dans le même sens en ayant vraiment ce souci important de protection de la vie privée et des données personnelles dans l'espace public. Donc c'est un vrai débat, mais je pense que l'État s'en soucie aussi. Les juridictions également, à mon avis, seront appelées aussi à contrôler toute emprise trop importante sur ce terrain-là. Mais voilà, je ne vais pas vous donner la solution, mais sachez que c'est un souci, que je mettrai mon comité d'éthique également à l'épreuve, en tout cas au boulot, pour essayer de définir ensemble un certain nombre de garde-fous. Mais voilà, je pense que le débat est ouvert. Oui, merci beaucoup. Si on raisonne en entonnoir, en partant du plus large au plus resserré, la vidéoprotection d'abord en tant que telle, c'est un dispositif désormais assez ancien et assez ancré dans les outils dont disposent les collectivités ou à Paris l'État pour assurer, d'ailleurs non pas assurer la surveillance de l'espace public, mais appuyer les forces de police et de gendarmerie dans leur mission de protection contre les atteintes aux personnes et aux biens. C'est ça la vraie finalité de la vidéoprotection. Je voudrais d'abord rappeler que, en dehors de la plaque parisienne, la décision d'installer ou pas de la caméra de vidéoprotection, elle relève de l'autorité municipale. Et c'est l'autorité municipale qui demande l'autorisation de déployer un système de vidéoprotection sur la voie publique. Et l'autorisation, elle n'est pas donnée par le préfet seul, elle est donnée après avis d'une commission départementale de vidéoprotection dans laquelle siège un magistrat. Donc on peut considérer qu'il est soucieux des libertés fondamentales et donc autorisera un système de vidéoprotection qu'à la condition qu'il soit proportionné aussi bien dans son ampleur que dans ses technologies à la situation de la délinquance sur la collectivité où il a vocation à se déployer. Ça c'est le premier point. Je vous parle en toute franchise, oui, les services de l'État poussent beaucoup les collectivités à déployer des systèmes de vidéoprotection parce que c'est un outil qui est extrêmement efficace pour les forces de police et gendarmerie. Il a trois grandes finalités. Il a d'abord une finalité préventive puisqu'on peut estimer qu'il y a une vocation
dissuasive de la caméra de vidéoprotection là où elle est installée. Ensuite, il a une vocation opérationnelle parce qu'elle permet d'orienter en temps réel les patrouilles sur les lieux où se déroulent les infractions. Puis enfin, il a une vocation judiciaire dans le cadre d'une enquête pour identifier et interpeller les auteurs. Donc il y a bien 3 finalités importantes en matière de sécurité pour la vidéoprotection. Après, sur ce qu'on a appelé la vidéo augmentée. La loi relative aux Jeux Olympiques, effectivement, autorise une expérimentation. Alors, on parlait des doutes qu'on peut avoir sur l'expérimentation parce que ça a tendance à devenir pérenne. Une expérimentation, comme son nom l'indique, c'est pendant un temps, on expérimente une innovation. À l'issue de cette période de temps, on en fait le bilan et on regarde effectivement si on la pérennise ou non. Mais une expérimentation ne veut pas dire que le dispositif a vocation à être temporaire. Il a vocation à être expérimenté pour voir s'il a vocation ou pas à être élargi. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur la vidéoprotection augmentée, dans le cadre de la loi JO, il est très important de rappeler que c'est une vidéo qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle à l'exclusion de technologies de reconnaissance faciale. Il n'y a pas eu d'utilisation de technologies de reconnaissance faciale dans l'usage de vidéos augmentées pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'était interdit par la loi. Et donc les algorithmes qui étaient utilisés dans cette vidéo augmentée devaient permettre soit de détecter rapidement des événements anormaux, par exemple un incendie qui se déclenche, le comportement suspect d'une personne, mais absolument pas de reconnaître des individus, fussent-ils fichés au titre des personnes recherchées ou au titre des antécédents judiciaires. Sur cette vidéo augmentée par ailleurs, elle s'inscrit dans un cadre qui est encore plus restrictif que la vidéo protection dite classique, puisqu'il ne s'agissait pas simplement d'avoir l'avis d'une commission dans laquelle siège un magistrat, il s'agissait également de recevoir un avis de la Commission nationale informatique et liberté, de la CNIL, qui se prononce sur la nécessité, la proportionnalité du système de vidéo augmentée. À ce stade, il n'est pas envisagé, à ma connaissance, de technologie de reconnaissance faciale, même si la question pourrait se poser à terme, car effectivement, elles permettent en quelque sorte de simplifier le travail de policiers et de gendarmes. Aujourd'hui, vous avez des policiers et de gendarmes qui sont mobilisés pour contempler en temps réel des images de vidéoprotection et essayer de repérer dans une foule les individus recherchés. On peut se demander si un algorithme ne le ferait pas plus efficacement, ce qui permettrait de redéployer des forces de police et de gendarmerie sur la voie publique, où c'est quand même leur vocation de se trouver. Mais je clôt le débat. Est-ce qu'on a abordé la question des drones ou pas encore ? Non, mais on peut le faire. Je voulais effectivement aborder la question rapide des drones. Moi, j'y ai été confronté dans un dossier un peu particulier avec un de mes clients qui utilisait des drones pour surveiller, photographier un chantier et qui a été pris par un radar qui se situait à 5 km de là au moment où, le même jour, le président de la République commémorait un événement important pour la République et ils ont estimé qu'à 5 km, ce drone avait été très dangereux, on s'est retrouvé en correctionnel. Bon, on s'en est plutôt bien sorti. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la problématique des drones, effectivement, c'est la surveillance à distance, mais ça va aussi être la captation d'images, le traitement des images. Et les drones, pour avoir des exemples d'utilisation, c'est très simple. On peut utiliser des drones pour surveiller des rodéos urbains. Et on a du contentieux là-dessus. Pour surveiller les frontières. Et on a du contentieux là-dessus aussi, notamment avec une décision du TA de Pau sur le traitement d'une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques 13 juillet 2023 sur des drones pour prévenir les franchissements irréguliers de la frontière franco-espagnole sur certaines communes. Donc on a effectivement cette problématique-là qui s'ajoute. Qu'est-ce que vous voudriez tous les deux nous en dire ? Bon, je veux bien dire un mot, d'abord, pour dire que c'est un sujet sur lequel il faut la plus grande vigilance. Je crois qu'en termes de limite aux libertés publiques, il y a un phénomène cliquet. C'est-à-dire que quand vous touchez aux libertés publiques, même à titre expérimental,
c'est difficile de revenir en arrière. Moi, je regarde l'expérience des JO avec beaucoup de retenue et de crainte aussi, même s'il n'y a pas eu officiellement de reconnaissance faciale. Je pense qu'il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Voilà, les expérimentations d'atteinte aux libertés publiques, à mon avis, sont facilement globalisées, généralisées. Il faut toucher aux libertés publiques. Je pense qu'il faut le rappeler que d'une main tremblante. Et donc, soyons très, très vigilants. C'est comme les impôts créés à titre expérimental. On a rarement vu des impôts créés à titre expérimental être annulés par la suite. Excusez-moi de la comparaison, mais je crois que c'est tout à fait comparable néanmoins. Donc là, je crois qu'il faut qu'il y ait un débat avec le pays. Ce n'est pas un débat uniquement local. Dans le cas de l'intelligence artificielle, on vous parle rarement de deux phénomènes. D'abord, en termes d'emploi, les dégâts qui seront ceux de l'intelligence artificielle en termes d'emploi, mais également les dégâts en termes de liberté publique. Je crois qu'il serait temps que la dimension éthique et des répercussions que ça peut avoir sur nos libertés soit abordée de façon très, très, très sérieuse. Et voilà, je pense que le débat mérite d'être sérieusement abordé. Sur les drones, comme sur tout dispositif de vidéoprotection, il faut aussi rappeler qu'il y a un encadrement strict par les lois et règlements. Le décret qui autorise l'usage de vidéoprotection portée par des aéronefs, il prévoit d'abord un certain nombre de finalités qui sont énumérées de manière exhaustive et qui ne peuvent pas, l'autorité administrative ne peut pas employer des drones en dehors de ces finalités. Il y a la protection de la sécurité des personnes et des biens sur des lieux particulièrement exposés, la prévention du terrorisme, la surveillance des frontières, le secours à personne. Il y en a d'autres également, mais il faut absolument, lorsqu'une autorité administrative veut autoriser l'usage d'un drone, qu'il puisse se rattacher d'abord à l'une de ces finalités. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que dans l'arrêté préfectoral qui va autoriser l'usage de drones, il ne s'agit pas simplement de prouver qu'on est bien dans l'une de ces finalités. Il faut prouver que le dispositif qu'on va déployer, d'abord, il faut le décrire extrêmement précisément. Quel vecteur, sur quel périmètre, à quel endroit, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour garantir le respect de la vie privée. Il faut le préciser. Et puis enfin, il faut surtout prouver que le dispositif déployé est proportionnel à la finalité recherchée. Dans l'arrêté qui était évoqué dans la décision du tribunal administratif qui annule l'autorisation donnée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui voulait déployer un système de drone pour surveiller la frontière franco-espagnole, il faut rappeler que l'arrêté pris par le préfet a été jugé par le tribunal administratif comme d'une part pas suffisamment précis dans le périmètre où les drones devaient être déployés, c'est-à-dire qu'il ne se limitait pas seulement à ce qu'on pourrait qualifier de bande de ligne frontière, qui aurait été le périmètre probablement adéquat dans l'optique de lutte contre l'immigration clandestine. Et par ailleurs, le dispositif n'était pas manifestement suffisamment respectueux de la vie privée, puisqu'il permettait de survoler des parcs, des jardins qui relèvent de la propriété privée. Je préciserai simplement une chose sur cette décision, c'est que le recours avait été intenté non pas par une association lambda de défense des libertés fondamentales, mais par une association de défense des droits des étrangers. Autrement dit, c'est la finalité même de lutte contre l'immigration clandestine sur la base de laquelle le préfet a pris cette autorisation qui était finalement contestée. Et avec cette décision du tribunal administratif, c'est l'ensemble du dispositif de surveillance de la frontière par drone qui a été mis à mal et qui a donc dû être suspendu. Mais lorsque l'autorité préfectorale décide d'y recourir, s'il souhaite pouvoir le faire sans être suspendu par le juge administratif, il doit faire preuve, comme le disait le maire, d'une main tremblante et surtout de motivation solide quant à la finalité, quant au périmètre, quant au système utilisé. Sans cela, il court le risque tout simplement d'une annulation par le juge.
Effectivement, c'est là le point important, et on l'avait évoqué tout à l'heure quand j'ai évoqué la solidité des actes administratifs et des arrêtés municipaux sur le fond, sur la motivation en elle-même, et donc la capacité à la fois au regard du droit et des faits d'être capable de démontrer que la décision que l'on prend est adaptée, nécessaire, proportionnée, puisque c'est ça qui est en jeu. Et sur ce terrain-là, les avocats connaissent parfaitement les ressorts à la fois juridiques et intellectuels et de raisonnement pour attirer l'attention sur ces problématiques-là. J'aimerais qu'on finisse, puisque en réalité là, en discutant à la fois de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance, des drones, on est déjà dans demain. Mais demain, et c'est quelque chose que j'ai découvert en préparant cette table ronde, demain c'est la police prédictive. Et c'est un certain nombre de programmes de police prédictive, entre guillemets, avec le cas échéant recours à l'intelligence artificielle. Et rien n'est secret de ce point de vue-là. Toutes les informations sont publiques, elles sont disponibles sur le net. Et par exemple, il y a eu un rapport qui a un peu synthétisé ces différents programmes, qui a été publié au mois de janvier 2024 par la Quadrature du Net sur la police prédictive, sur ce qui serait entre guillemets une sorte de Minority Report, le fameux film que l'on connaît. Et c'est quoi en fait? C'est le développement de logiciels qui permettent à partir du recueil de données et de traitement de ces données, de projeter par des algorithmes des probabilités d'événements qui pourraient se passer, afin d'être dans une forme de prévention plus développée. John Benmussa me corrigera probablement sur la manière dont je présente les choses, mais je voulais l'aborder de deux questions, et ce sont les deux dernières questions que je poserai ici. Que font les pouvoirs publics sur ces programmes qui s'appellent RTM, PAVED, Smart Police, etc. Et du point de vue des collectivités, comment est-ce que vous vous y êtes intéressé? Est-ce que ça vous est venu? Est-ce que vous avez mené, le cas échéant, une réflexion sur ces thèmes? Alors, en tout premier lieu, à titre personnel, je trouve l'expression police prédictive un petit peu racoleuse. Je parlerai, pour être plus exact, de police probabiliste. C'est-à-dire qu'on ne prédit pas la commission d'une infraction, on essaye d'établir la probabilité qu'une infraction se produise à un moment donné sur un territoire donné, ce qui est un petit peu différent. Là-dessus, finalement, si on laisse de côté l'aspect technologique de la chose, de quoi s'agit-il? Il s'agit de regarder sur un territoire donné où ont lieu les infractions, de quelle infraction il s'agit évidemment, à quelle heure de la journée, à quelle période de l'année. On sait qu'il y a des infractions qui sont saisonnières, entre guillemets, qui se reproduisent plus souvent à l'été, d'autres plus dans les mois froids. Et à partir de ces informations recoupées, d'orienter les patrouilles de police et de gendarmerie sur ces endroits, à ces horaires précis, afin de prévenir ou dissuader la commission d'infractions. C'est, je dirais, ce que devrait faire toute bonne police. La question qui se pose désormais avec les technologies dont on dispose, c'est peut-on demander à un algorithme de faire ce travail, de déterminer où, quand et quelles infractions ont lieu, afin de fournir aux patrouilles de police et de gendarmerie un plan d'action et en quelque sorte une carte des patrouilles à réaliser. Il y a eu des expérimentations qui ont été menées, notamment par les forces de gendarmerie. Je les connais assez peu parce que je n'ai pas travaillé à la Direction générale de la gendarmerie nationale, mais qui consistent effectivement à utiliser un algorithme pour faire ce travail de cartographie et d'orienter les patrouilles. À ma connaissance, ça a eu des résultats plutôt positifs sur l'évolution des principaux items de la délinquance. En réalité, c'est un travail, encore une fois, que les forces de police et de gendarmerie mènent. À titre personnel, encore une fois, je pense que l'usage d'un algorithme pour travailler sur cette cartographie de la délinquance et donc sur l'orientation des patrouilles afin de renforcer leur efficacité, c'est une piste qui ne peut pas être complètement négligée. Monsieur le maire, est-ce que pour vous, ça peut être un outil d'aide à la décision? Moi, je pense qu'on oublie trop souvent, quand on parle de sécurité, qu'une politique de sécurité efficace
c'est une politique qui marche sur deux jambes. L'aspect répression, on l'a abordé, mais surtout l'aspect prévention. Je pense que la prévention de la délinquance, c'est quand même un outil qui a fait ses preuves, qui est trop souvent le parent pauvre des politiques publiques. Vous voyez, hier soir, je rencontrais le nouveau ministre en charge de la sécurité du quotidien, la place Beauvau, et j'avais noté que dans ses attributions avait disparu la notion de prévention. Elle a été confiée à un de ses voisins qui est secrétaire d'État, donc c'est pas du même niveau, qui est le secrétaire d'État en charge des discriminations. Mais en tout cas, on a enlevé de la sécurité du quotidien l'aspect prévention, et je trouve que c'est une faute. C'est une politique, à mon sens, efficace et équilibrée. Elle doit, comme je disais, marcher sur deux jambes. Moi, en tant que maire, c'est ce que j'ai fait depuis que je suis maire. J'ai pris des décisions difficiles, mais qui me paraissaient nécessaires, c'est d'engager des policiers municipaux. Je suis à plus 35% d'engagement de policiers municipaux, parce que je veux une police de proximité, ça passe par ça. Mais j'ai engagé tout autant des agents de prévention et de médiation, plus 35%. Alors, c'est un hasard que ce soit le même pourcentage, mais en tout cas, ça veut dire que j'ai voulu privilégier les deux, prévention, médiation d'un côté et répression de l'autre. Je pense que si on ne les met pas au même niveau, et si on n'a pas une vision équilibrée de ce qu'est la sécurité, je crois qu'on se plante. Je vais prendre un exemple précis. Actuellement, la lutte contre le narcotrafic, moi je trouve qu'il était temps qu'on se donne les moyens de s'outiller sur ce registre-là. Mais ce que je note, moi, dans les villes comme partout, c'est que l'entrée en consommation de drogue et surtout l'entrée en trafic se fait de plus en plus jeune. Vous avez de plus en plus de jeunes dealers. Ce n'est pas par une politique de répression que vous allez lutter contre ce phénomène-là. C'est une politique de prévention dans les écoles, dans les collèges, où vous aurez des agents spécialisés, des médiateurs qui repéreront assez vite ces entrées précoces dans la délinquance. Donc c'est là qu'il faut investir. 1 euro mis dans la répression, mais il faudrait peut-être 1 euro, alors j'exagère peut-être, mais qu'on mette également de l'argent pour éviter l'entrée dans la délinquance qui se fait de façon, et ça c'est un phénomène de société et très préoccupant, qui se fait de façon de plus en plus précoce. Et là je pense qu'on a des marges de progression très très importantes. Donc moi je suis président du Forum français de sécurité urbaine qui réunit les maires des grandes villes. On se bat précisément pour obtenir cet équilibre entre les politiques de répression, les politiques de prévention. Et un dernier mot, moi j'ai réorganisé ma police municipale récemment en disant qu'une police municipale, ça doit être une police de proximité, c'est-à-dire d'îlotage. Moi je veux plus de policiers municipaux qui traversent la ville avec des pimpons en voiture à toute vitesse, mais je veux des policiers municipaux à pied ou à vélo. J'ai territorialisé ma police municipale, qui soit au plus près des gens. C'est ça la prévention aussi, être au plus près des gens, au plus près de leurs soucis. C'est comme ça que vous pouvez éviter aussi des passages à l'acte, en tout cas de l'entrée dans la délinquance. Et je pense qu'il faut jouer aussi la transparence. J'ai décidé de publier aussi sur le site de la mairie la doctrine d'emploi de la police municipale. Pour la première fois, nous aurons une doctrine d'emploi, que les gens sachent exactement quelle est la sphère d'activité, la compétence des policiers municipaux, les conditions de leur déploiement, etc. Tout ça sera transparent, sera publié, c'est je crois une innovation, mais je crois qu'à l'heure de la transparence, nos concitoyens ont le droit de savoir exactement ce que chacun fait ou ne fait pas. Voilà ma participation à votre question. Monsieur le maire, et ce que vous dites, et ce sera la conclusion, c'est que vous rejoignez l'introduction que nous avons faite de cette table ronde, où on parlait effectivement d'équilibre, on parlait de conciliation, on parlait de proportionnalité, et vous y ajoutez effectivement l'équilibre à trouver entre prévention, évidemment, et répression, et c'est très, très important. Les débats sont extrêmement riches, on pourrait encore continuer pendant de nombreuses minutes, mais il faut qu'on y mette un terme. Et je tenais à vous remercier tous les deux pour les éclairages vraiment passionnants que vous nous avez apportés. Merci infiniment. Merci à vous.